Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous connaissez la promesse de l'émission Donner du sens à l'actualité et vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 15 octobre. C'est au mois de novembre que le gouvernement soumettra au Parlement la suspension de la réforme des retraites. Sébastien Lecornu propose également de confier la gestion du système des retraites aux partenaires sociaux. Le Premier ministre a détaillé son discours de politique générale devant les sénateurs cet après-midi. On l'analyse avec nos experts dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, on remonte 5 années en arrière. La France sous le choc après l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie décapité par un terroriste islamiste. Emmanuel Macron rendait hommage à Samuel Paty. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Mais 5 ans plus tard, qui porte haut la laïcité? Comment les professeurs sont-ils formés? Comment sont-ils protégés? Comment les partis politiques, notamment les partis extrémistes, instrumentalisent ce thème? On en débattra dans 3 quarts d'heure et vous pouvez réagir, témoigner par exemple de votre expérience de professeur ou de parent d'élèves. Vous pouvez aussi poser vos questions sur l'actualité politique grâce à ce QR code que vous pouvez flasher. Vous commencez à avoir l'habitude. Le Premier ministre Sébastien Lecornu ouvre donc la bataille du budget qui va se jouer au Parlement. Cécile Sixou. À son arrivée au Sénat, Sébastien Lecornu l'annonce. Ça ne sera pas le même discours qu'hier. Pas le même discours, mais comme hier, le Premier ministre a fait court. Devant les sénateurs, Sébastien Lecornu a surtout voulu préciser les mesures présentées aux députés, et notamment la clivante suspension de la réforme des retraites. Il compte désormais confier la gestion du système des retraites aux partenaires sociaux. J'ai confiance dans la démocratie sociale. Le ministre du Travail et des Solidarités proposera de confier la gestion de notre système de retraite aux partenaires sociaux. C'est une conviction profonde que je partage avec le ministre. Faire confiance a porté ses fruits dans de nombreux domaines. La gauche sénatoriale salue comme à l'Assemblée cette suspension, mais conditionne la non-censure des députés au futur budget présenté par le gouvernement. Notre décision de ne pas censurer ne vaut ni approbation, ni chèque en blanc à votre gouvernement. Les textes budgétaires présentés hier en Conseil des ministres ne sont pas les nôtres. Jamais nous n'accepterons le doublement des franchises médicales, le gel du barème de l'impôt sur le revenu ou encore l'année blanche qui correspond de fait à un gel des prestations. Côté LR aussi, on attend de voir comment le gouvernement compte compenser les pertes dues à la suspension de la réforme. À force d'empiler les dépenses, on a le sentiment que nous ne serons pas au rendez-vous justement des économies annoncées. Et c'est essentiel. Encore une fois, c'est pas crédible. C'est pas des économies pour des économies. C'est des économies qui permettront demain à notre pays de pouvoir investir pour le quotidien des Français, de travailler justement pour être au rendez-vous des attentes des Françaises et des Français. L'autre attendu de ce discours au Sénat était le budget des collectivités. Elles devront faire un effort, a dit le ministre, sans vraiment préciser les contours. Mais les sénateurs de droite comme de gauche sont d'accord. Il ne faudra pas trop en demander. C'est pas en mettant une douloureuse violente comme le gouvernement a posé aujourd'hui les fondations. C'est pas un bon signal qui est envoyé. Je crois que les collectivités, de manière générale, comprennent bien sûr la situation, sont prêtes à participer, mais il faut que les choses soient raisonnables. Comme hier, le Premier ministre n'est pas entré dans le détail des mesures. Elles se discuteront certainement dans les hémicycles lors des débats sur le budget. Sébastien Lecornu ou l'art de gagner du temps, voilà le titre de notre débat. Je vous présente tout de suite nos invités. Pascal Perrineau, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Professeur émérite des universités à Sciences Po et vous publiez Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République aux éditions Odile Jacob. J'accueille Lucille Schmitt, bonsoir, bienvenue. Présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique. Mathilde Sirot, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Thomas. Vous êtes rédactrice en chef du service politique du magazine Le Point et votre dernier article porte évidemment sur ce gouvernement Lecornu 2 avec cette question pour combien de temps? On a failli titrer pour combien de temps si je suis très honnête avec vous. Ben oui, c'est la question. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir Jonathan, bienvenue à vous, éditorialiste politique à Libération et pour Sens Public. 2 déclarations de politique générale, celle de l'Assemblée, celle du Sénat, qui effectivement n'était pas la même. Pascal Perrineau, quelle leçon vous en tirez? Une leçon générale déjà, pour commencer. C'est un signe d'attention par rapport à la Chambre haute. Voilà, quand on a une position aussi faible que celle
de l'actuel Premier ministre. En effet, il faut faire de la câlinothérapie tous azimuts. D'autre part, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on dit depuis des mois la tripartition, etc., l'éclatement. Mais là, c'est l'éclatement façon puzzle. Parce que tous les partis même semblent être saisis par, en effet, le démon de la division. Le Parti socialiste tente de rassembler ses troupes en disant surtout ne votez pas la motion de censure déposée par LFI, mais on sait très bien et on s'interroge. Il y en aura combien qui refuseront? À LR, bien que l'habitude soit donnée depuis plus longtemps, à LR c'est un peu la cacophonie. Et puis on a l'impression également que chez les écologistes, ils ne vont pas tous dans le même sens. Donc si on accumule tout cela, on s'aperçoit que, normalement, il ne devrait pas y avoir de motion de censure demain faisant tomber le gouvernement, mais le rapport de force devient extrêmement serré, parce que la politique française devient de plus en plus gazeuse. Et les gaz, parfois, peuvent être emportés par des vents mauvais. Oui. On se pose en s'opposant, et à ce moment-là, on s'aperçoit que la motion de censure est votée. Oui. Et surtout, ça nous dit que ce qui va peut-être tenir cette semaine explosera, pour reprendre l'image du gaz, dans quelques jours, quelques semaines, au gré de l'examen du budget. Lucile Schmitt, on titre sur l'art de gagner du temps. Est-ce que c'est ce que vous retenez, vous, des premiers pas de ce gouvernement, le Cornu 2, et surtout des discours du Premier ministre? Oui, certainement, mais ce que je retiens aussi, c'est que ces premiers pas sont liés à l'adoption d'un budget. Et que du coup, la question du déficit budgétaire et de la réalité de la situation économique se retrouve en interaction avec la question des équilibres politiques et donc d'un accord qui a quand même été fait avec le Parti socialiste pour qu'il ne censure pas. Oui. Et donc on voit bien comme c'est difficile aujourd'hui d'articuler, me semble-t-il, les réalités économiques et budgétaires et la réalité politique qui, comme vient de le dire Pascal Perrineau, est la réalité d'un puzzle, d'un éparpillement, et aussi du fait que chacun menace en fait de se donner un prix en bloquant ou en censurant. Oui, donc je trouve que dans le sujet que vous venez de faire, c'est assez inquiétant, parce qu'on pouvait se dire hier, il y a la possibilité d'un accord et qu'en fait ce gouvernement, le Cornu, dure, mais durer sans adopter de budget, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc qu'il dure en adoptant un budget. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les différents commentaires ou dans ce discours de politique générale qui au fond n'a aucune importance, soyons clairs, il a de l'importance peut-être en termes diplomatiques et c'est une procédure et c'est une figure de style, mais le sujet c'est ce qui va se passer sur le budget. Et du coup, c'est difficile pour Sébastien Lecornu d'imaginer avoir du temps, mais surtout du temps utile. Moi, je trouve que depuis qu'il a été nommé, il a gagné du temps avec beaucoup d'habileté. Mais là, le sujet, c'est qu'il ne peut plus seulement gagner du temps sans rien faire. Donc il faut qu'il fasse adopter un budget. Et puis une déclaration de politique générale, normalement, c'est un projet politique qu'on porte. Et c'était évidemment pas un projet politique que Sébastien Lecornu nous a présenté, que ce soit hier à l'Assemblée ou aujourd'hui au Sénat, avec quand même Mathilde Sirot. Bon, il y a ce prix payé au Parti socialiste pour obtenir pour combien de temps la non-censure, qui est quand même le bilan, ou une partie très importante du bilan d'Emmanuel Macron, de la part de peut-être son ministre le plus proche. C'est ce paradoxe dont on peut parler aussi. Oui, Sébastien Lecornu est arrivé sur le perron de Matignon le 9 septembre en annonçant des ruptures. Et là, je pense qu'avec son exercice de déclaration de politique générale, qui est un exercice qui a beaucoup évolué du fait de la situation politique et de la situation d'absence de majorité. Je pense que là, il a donné corps à cette promesse de rupture, à la fois sur la forme, parce qu'on voit qu'effectivement, Sébastien Lecornu est probablement le Premier ministre d'Emmanuel Macron, dont il est le plus proche depuis 2017. Et pourtant, on voit que dans un style très, très sobre, économe de ses mots, pas d'esbrouf, pas d'effet de manche, on voit qu'il essaye d'être en rupture par rapport à ce qui avait été les travers du macronisme, à savoir une forme peut-être parfois d'arrogance ou de sentiment de supériorité. Et là où on a une crise politique très forte, des comportements parfois très éruptifs,
il a réussi, je pense, aussi à avoir une attitude assez calme. Mais là, il n'a pas besoin de forcer sa nature. Oui, c'est une question de tempérament également. C'est Sébastien Lecornu tel qu'on le connaissait déjà. Il y a aussi une part de tactique, parce que quand il se présente comme quelqu'un qui est au-dessus aussi des calculs politiques, etc., c'est quelqu'un qui est très, très, très politique, Sébastien Lecornu. Mais il arrive, et aussi, il a assez peu de notoriété, à montrer un visage différent, plus consensuel. Et puis, bien sûr, sur le fond, ces ruptures très fortes sur 3 points, et qui sont autant de gains, me semble-t-il, pour le Parti socialiste. D'abord sur la question de la fiscalité, et notamment le ciblage des plus riches, l'abandon du 49.3, qui est quand même un changement majeur, et puis, bien sûr, la suspension de la réforme des retraites. On va y revenir en détail. Lucile Schmitt, il y a cette idée de carte blanche. Alors là, on est vraiment dans la communication élyséenne, mais à quel point il y a eu, oui ou non, une carte blanche donnée à Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron ? Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron ni dans celle de Sébastien Lecornu, mais ce qui me semble, moi, c'est que évidemment, il fonctionne en couple. Et donc, j'ai absolument pas... moi, je ne crois pas du tout à l'idée d'un Sébastien Lecornu émancipé d'Emmanuel Macron. Je pense que ce qu'il a fait était quelque chose qu'ils ont dû concocter ensemble. Ce qui veut dire que du côté d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, il y a quand même l'idée, au fond, de laisser les parlementaires en responsabilité face à la nécessité de compromettre, ou de compromettre, de faire des compromis, pas de se compromettre. Oui. Mais il y a en tout cas l'idée, au fond, de mettre en première ligne ceux qui, d'habitude, avaient pris... avaient quand même, justement, pour habitude, le fait de se dire Emmanuel Macron est en première ligne, et on critique Emmanuel Macron, et ça nous permet, au fond, de montrer qu'il a tort. Donc là, il y a une balle de la responsabilité qui a été renvoyée, mais personnellement, je ne crois pas un instant que Sébastien Lecornu soit un homme émancipé d'Emmanuel Macron. Alors demain, évidemment, le vote des députés sur les motions de censure, parce qu'il y en a une déposée par LFI et une par le Rassemblement national. Alors, a priori, pas de suspense, mais ça devrait se jouer à une vingtaine de voix. Donc on va quand même rester prudent, et on s'est demandé, en tout cas ce sont nos confrères du Figaro qui ont demandé à l'Institut de sondage Odoxa et à Backbone Consulting de sonder les Français sur cette question. Serez-vous favorable ou opposé à ce que les députés votent une motion de censure ? Eh bien, il y a une petite majorité pour la motion de censure. Et puis alors là où ça devient intéressant, je trouve, Pascal Perrineau, c'est si on regarde par famille politique, et notamment si on regarde du côté des socialistes et du côté des LR, on voit qu'il y a une majorité, presque le même chiffre, 57% d'un côté, 59% de l'autre, des socialistes ou des sympathisants socialistes ou des sympathisants républicains qui disent non, il ne faut pas voter la censure. Comment vous l'analysez, ça ? Mais je crois que si vous voulez, c'est des séquelles d'une culture de gouvernement dans ces 2 grands partis qu'ont été les Républicains et le Parti socialiste, qui tout de même, en dépit de leurs évolutions, restent marqués par une culture de gouvernement. Et parfois, quand ça quitte la tête des députés, ça reste présent dans la tête des électeurs. Beaucoup d'électeurs socialistes et d'électeurs républicains ne sont pas des va-t-en-guerre. Et puis, il y a un phénomène de lassitude. L'opinion publique montre depuis de nombreuses enquêtes une extraordinaire lassitude par rapport, en effet, à cette instabilité qui est devenue chronique. Et peut-être aussi, vous savez, l'électorat socialiste, l'électorat LR, ce sont des électorats à assez haut niveau de diplôme. Et ce sont des gens qui sont ouverts un peu sur ce qui se passe en Europe, la manière dont la presse étrangère réagit. Et je vous assure, là, moi j'étais en Grande-Bretagne pendant 4-5 jours, la presse étrangère, mais nous lessive. Vous voyez, l'image de la France dans la presse étrangère, mais est véritablement pas à l'orange, c'est véritablement au rouge. Alors c'est vrai que les Anglais sont porteurs d'une la plus vieille culture parlementaire. Donc en effet, ils voient une France qui est en train de découvrir très maladroitement comment faire vivre une démocratie parlementaire dans une démocratie semi-présidentielle. Mais enfin, je crois qu'il y a une partie d'un électorat plutôt âgé, cadre, qui se dit la plaisanterie a assez duré. Oui. Il faut tout de même donner un autre visage. Oui. Alors, après, il y a une vraie carte parlementaire à jouer. On verra comment ces débats autour du budget vont... sur quoi ça va déboucher. Jonathan, vous vouliez prendre la parole ? Non, parce que je me dis qu'on a tendance à analyser cette situation, ces discours, ces postures à l'instant T, et que c'est quand même le fruit de tout ce qui s'est passé avant, de la tentative Barnier, de la tentative Bayrou. Donc on ne peut pas complètement exclure que
certaines personnes dans différents camps et aussi tirer des enseignements. Donc je comprends que le côté chienlit parlementaire fait le bonheur de ceux qui veulent se payer la France à l'étranger. Je ne suis pas sûr qu'une dissolution qui aurait fait suite à une nouvelle motion de censure aurait rehaussé l'image de la France. Et je ne suis pas sûr qu'une victoire, ou en tout cas un RN encore plus dominant, ferait qu'en Allemagne, on nous regarderait avec plus de sérénité. Donc il n'y a peut-être que des mauvaises solutions dans l'état actuel. Et je ne trouve pas que ce soit complètement absurde de prendre quand même Sébastien Lecornu au mot. Moi, je pense que c'est justement parce qu'il est le plus proche d'Emmanuel Macron qu'il était le seul à pouvoir obtenir quelque chose, d'une certaine manière, à pouvoir obtenir un changement de méthode. Et ce renoncement au 49.3, dont on verra... et à la réforme des retraites, parce que je pense que ça ne pouvait pas... Michel Barnier, de toute façon, c'était... pas l'homme de la situation. François Bayrou, ça a été quand même une grosse déception pour ceux qui pensaient que le côté madré et plein d'expérience, adepte de la proportionnelle, était le bon Premier ministre pour basculer dans le parlementarisme. Ça se joue à peu de choses. Enfin, à peu de choses. Ça dépend de la volonté du MEDEF de oui ou non signer un accord dans le cadre du conclave. On va pas refaire l'histoire, mais ça joue aussi le conclave, peut-être... on n'en serait peut-être pas là, bien sûr, mais ça se joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit le prix de la stabilité, au bout d'un moment, il faut que ceux qui la proclament comme étant une absolue nécessité, non pas en payent le prix, mais en tirent les conséquences pour se dire que le blocage et la continuité, c'est l'obstacle à toute forme de stabilité. Avec quand même, Mathilde Sirot, si on revient à la réunion à l'Élysée, Emmanuel Macron qui convoque les chefs de parti, leur plus petit dénominateur commun, c'est le refus de la dissolution. Enfin, il n'y a pas beaucoup de projets politiques aujourd'hui. Alors si, on peut dire qu'au Parti socialiste, il y a une forme de cohérence depuis un certain nombre de semaines, mais est-ce que vous ressentez ça aussi, dans les débats qu'on suit en ce moment? C'est vrai que ne serait-ce que la formule de dire qu'il existe une majorité absolue contre la dissolution, donc une majorité absolue de forces politiques qui seraient opposées à des élections, ça paraît quand même un non-sens politique. Enfin voilà, c'était ce qu'avait dit le président pour justifier qu'il fallait réunir tous ces acteurs et essayer d'avancer, de trouver un chemin. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui empêche peut-être de pouvoir formaliser véritablement une culture du compromis, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la droite, les Républicains, la gauche avec le Parti socialiste, et on va le voir si les débats budgétaires commencent tels que c'est prévu après ces motions de censure qui seront examinées demain, on voit bien qu'il y a tellement d'idéologie, malgré tout, dans ces appareils politiques, tellement de marqueurs très forts que ils ne peuvent pas être d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur les impôts, ils ne sont pas d'accord sur les baisses de dépenses. Ils n'ont pas les mêmes projets de société. Donc, on ne peut pas partir de cette histoire politique-là, qui est l'histoire de ces partis dits de gouvernement, et de se dire, finalement, on va pouvoir se mettre d'accord. Ça peut être vrai au niveau local, et on le sait, il y a des maires, de nombreux maires qui fonctionnent avec des majorités très larges, etc. Mais au niveau national, et pour des choix aussi fondamentaux que ceux du budget de la nation, il y a des positions. Je ne suis pas sûr que l'enjeu ce soit de réconcilier ou de rendre compatibles le PS et LR. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement dans le monde d'avant, c'était les deux blocs, mais là, l'enjeu, c'est plutôt comment les macronistes, qui quand même ont envoyé l'un des leurs au pouvoir et restent dominants dans le gouvernement, sont capables de trouver des compromis avec le PS, donc de retrouver un esprit de centre-gauche pour certains d'entre eux. Parfois, il y aura des majorités qui seront au-delà des macronistes et de LR, qui se feront peut-être sur certains sujets fiscaux, certains sujets de pouvoir d'achat entre le RN et une partie de la gauche. Donc voilà, je pense que d'une certaine manière, le risque le plus important, il est pour LR, qui après être arrivé sur le devant de la scène avec d'abord un Premier ministre, puis des ministres très importants, aujourd'hui sera le grand perdant et quasiment quantité négligeable, en tout cas à l'Assemblée. Au Sénat, c'est aussi ce qui les rend particulièrement reprochables. Oui, alors après, on peut quand même se dire que là, face à l'urgence de trouver un budget, il faut peut-être quand même que et LR et socialistes mettent un tout petit peu d'eau dans leur vin. Parce que si tout le monde est dans la surenchère, c'est d'ailleurs... Mais LR, ils ont eu leur chance. Du côté des socialistes. Oui, peut-être, mais le gouvernement Lecornu tombera assez vite. Lucile Schmitt. Oui, moi je suis frappée, Thomas, que vous nous posiez la question du projet. C'est-à-dire que moi je dis toujours qu'un budget, ça reflète un projet. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que dans les antagonismes qui apparaissent déjà, on voit que du côté d'un certain nombre de LR, mais qui ne sont pas tous les LR, il y a l'idée de montrer qu'on est responsable parce qu'on va faire en sorte que le déséquilibre budgétaire soit le plus réduit possible. Et puis du côté des socialistes, la responsabilité, c'est de continuer à dire qu'on veut faire payer les riches
et que ce qui compte, c'est de ne pas trop faire payer les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures. Donc il y a un enjeu autour de cette construction d'un budget, et c'est là que c'est compliqué, parce que la culture du compromis et de trouver un projet qui puisse être commun, ça sera un budget commun. Et si chacun retient que les socialistes ont refusé toute augmentation des impôts alors que la suspension de la réforme des retraites a un coût, et que du côté des LR, ils se sont déchirés sur le fait d'être raisonnables alors qu'avant, ils n'en ont jamais parlé lorsqu'ils étaient au gouvernement, et que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont couru après le Rassemblement national sur les questions migratoires. C'est toute la difficulté, et quand vous dites il n'y a pas de projet, on sera obligé d'avoir un projet commun autour du budget. Oui, alors justement, le budget, on va y consacrer vraiment un chapitre important, et vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions de ce qu'il contient et quelles conséquences ça pourrait avoir sur votre vie quotidienne. On va essayer de répondre à ces questions au conditionnel, évidemment, parce que la copie actuelle, ce sera sans doute pas celle qui sera votée dans quelques semaines. Hein. Mais d'abord, je voudrais quand même, on ne va pas y passer trop de temps, mais il y a une question autour de la suspension de la réforme des retraites, du créneau, du calendrier, de l'outil, on va dire, législatif utilisé. Le Premier ministre, il a annoncé que ça passerait par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale début novembre. Écoutons. Si on veut aller le plus vite possible, avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début de la discussion du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. Alors, sauf que, on a essayé toute l'après-midi, Pascal Perrineau, de savoir si oui ou non, il faudrait peut-être un texte ad hoc, un amendement ne suffirait pas, parce que à ce moment-là, ça pourrait finir en commission mixte paritaire, etc., etc. Il y a un certain nombre de partis politiques de gauche qui mettent là un coin pour mettre le Parti socialiste en difficulté en disant ça ne marchera pas ce que vous êtes en train de proposer. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je crois que ça va marcher. Ça va marcher. Tout de même, Sébastien Lecornu n'est pas un homme seul. Il y a derrière le secrétariat général du gouvernement. Il y a des juristes qui sont plutôt de bonne qualité. Donc je crois qu'il faut faire confiance. On ne peut pas accuser le Premier ministre et son équipe directe d'être des amateurs. Vous voyez. Donc je crois que ça... Non, mais par exemple, les communistes du Sénat, cet après-midi, disaient le Premier ministre et les socialistes nous mentent sur cette question-là. Ça ne sera pas aussi simple de suspendre la réforme des retraites par amendement. Écoutez, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, spécialiste de ces problèmes financiers, donc je suis... vous inquiétez pas, on n'a pas réussi à avoir une réponse claire toute l'après-midi, on attend à droite et à gauche. Donc ça me rassure, d'une certaine manière, aussi, mais ça inquiète le citoyen que je suis. En revanche, dans le fonctionnement de cette majorité, même si elle est éphémère, on verra combien de temps ça dure, il y a quelque chose dans les deux discours qui ont été prononcés, puisque vous avez dit qu'ils étaient différents, c'est que c'est une majorité qui, pour fonctionner, a besoin d'être stéréophonique. Je m'explique. En effet, le Premier ministre est issu du centre de la coalition, voilà. Mais il y a une droite et il y a une gauche maintenant. Il y a une gauche socialiste et il y a une droite républicaine. Et de temps en temps, on a l'impression qu'il y a toujours beaucoup de difficultés à faire fonctionner, si vous me permettez, les deux enceintes ensemble. L'enceinte droite et l'enceinte gauche. On a d'abord entendu l'enceinte droite, quand vous reprenez là, puis après on entend beaucoup tout de même l'enceinte gauche. Et comme le disait d'ailleurs, je crois, tout à l'heure, le président des centristes, Hervé Marseille, et alors, qu'est-ce qu'on dit à la droite et au centre droit ? On a beaucoup servi les demandes, et ça a été l'habileté d'ailleurs des socialistes, de mettre le paquet, j'allais dire, sur l'impôt des riches. Mais c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure, on a beaucoup servi la droite et LR auparavant. Depuis un an. Ça fait 8 ans qu'on sert la droite et 8 heures qu'on sert la gauche. Il faut les servir en même temps. Il faut les servir en même temps. Parce que comme vous l'avez fait remarquer, s'ils ne sont pas servis, s'ils considèrent en effet qu'après avoir été servis temporairement d'ailleurs, ils sont mis sur le côté, eh bien le gouvernement tombera. Le gouvernement tombera. On a besoin des deux. Et il y a un léger problème dans ces deux flancs qui font de temps en temps de la surenchère, aussi bien du côté des LR que du côté du Parti socialiste. Le fait que le Parti socialiste remette un coup sur la taxe Zuckman, c'est peut-être pas d'une intelligence politique majeure. Ils vont pousser leur avantage. Ce n'est peut-être pas d'une intelligence politique majeure si on veut faire durer cette coalition un peu fragile. Vous voulez tous répondre à Pascal Perrineau, mais ça tombe bien parce qu'on va ouvrir le chapitre budget qui permet de répondre à cette question, puisque les surenchères, pour reprendre votre expression attendue des uns et des autres, ce sera à l'occasion de ce
cette bataille budgétaire. Et on va voir avec Quentin Calmet tout de suite ce que nous prévoit donc cette première copie, on le rappelle. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bienvenue à vous. On a choisi de détailler les mesures qui concernent notre pouvoir d'achat, ou en tout cas une majorité de Français. On commence par les retraités. Voilà, commençons par une mesure très concrète pour l'année prochaine. Il n'y aura pas de revalorisation en 2026 du niveau des pensions sur l'inflation. Pas de baisse des pensions, insiste Bercy, mais un gel au niveau de 2025. L'abattement sur les pensions de retraite est aussi dans le viseur de l'exécutif. Les retraités qui bénéficiaient d'un abattement de 10%, souvent comparé à un abattement pour frais professionnels et instauré en 1978 par le gouvernement Barre, il est supprimé dans la copie du gouvernement présenté hier, remplacé par un forfait de 2 000 € par personne, plus favorable aux petits retraités. Écoutez les précisions de la ministre du Budget ce matin. Elle présentait la mesure aux sénateurs en commission au Sénat. En fait, c'est une réforme assez sociale. Parce que vous avez un quart des ménages retraités qui vont être gagnants à la réforme. Et les gagnants sont qui? Sont les ménages retraités modestes. Inversement, 84% du rendement de cette réforme se fait sur les 20% des retraités les plus aisés. D'autres mesures que l'on détaille ensemble, Quentin, qui concernent cette fois-ci la santé. Voilà, l'exécutif qui parle de responsabiliser les assurés pour réduire aussi le trou de la Sécu. L'idée est d'augmenter le reste à charge des Français. La franchise sur les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux est doublée à 2 € contre 1 aujourd'hui. Même chose pour la franchise sur les transports sanitaires qui passe à 8 € contre 4. La participation forfaitaire sur les actes médicaux serait relevée à 4 € contre 1 € aujourd'hui. À noter des exemptions pour 18 millions d'assurés, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les femmes enceintes ou encore les enfants de moins de 18 ans. Toutes ces mesures qui pourraient rapporter 2,3 milliards d'euros aux caisses de la sécurité sociale, dit le gouvernement. Et puis le gouvernement supprime quelques niches fiscales. Oui, alors il en supprime 23, mais certaines sont vraiment anecdotiques et s'apparentent à du toilettage, comme celle qui concerne les prix Nobel. Je l'ignorais, il y a une niche fiscale pour les prix Nobel. Bon. Mais beaucoup plus concernant. C'est dommage, on vient d'avoir 2 Français prix Nobel, c'est pas de chance pour eux. Ça fait 2 niches fiscales en moins. Il y a la fin du crédit d'impôt sur les frais de scolarité. Alors ça, c'est très concernant. Ça concerne 2,5 millions de ménages, mais c'est 61 € au collège, 153 € au lycée et 183 € à l'université qui disparaissent donc dans ce toilettage des niches. Et puis alors il y a aussi des économies pour catégorie par catégorie en quelque sorte. Voilà. Parlons des salariés par exemple, s'ils nous écoutent. Les avantages comme les tickets restaurants, les chèques vacances ou encore les activités financées par les comités d'entreprise, elles vont être taxées par une contribution patronale de 8% et cela risque de décourager les petites et moyennes entreprises qui vont peut-être réfléchir à diminuer ou supprimer ces avantages auprès de leurs salariés. On peut aussi mentionner une autre catégorie socio-professionnelle avec le gel des salaires pour les fonctionnaires et autre catégorie qui perd des avantages, les apprentis, fin des exonérations de cotisations sociales pour leur employeur, fin aussi de leur aide de 500 € pour passer le permis de conduire également. Oui, et puis alors on va terminer avec la taxe sur les petits colis, les petits paquets dont évidemment les livraisons ont explosé ces dernières années. Exactement, avis aux amateurs d'ultra fast fashion comme Chine ou ceux qui aiment aussi acheter des gadgets sur Temu, AliExpress. Il y en a beaucoup en France. Vous regardez, je suis pas concerné. Je sais que vous aimez bien ce sujet, ça vous importe beaucoup. Oui. Le gouvernement qui va mettre en place une taxe de 2 € sur les colis d'une valeur de moins de 150 € et en provenance de pays non européens. Une manière de lutter contre la concurrence déloyale venue d'Asie principalement. Et une autre aussi, une mesure aussi écologiste, puisqu'on parle de 800 millions d'objets en 2024. Merci beaucoup, Quentin. Alors ce budget, c'est autant de choses trappes pour le Premier ministre. Lucile Schmitt, je vous donne la parole pour commencer, pour continuer sur les surenchères des uns et des autres, qui menacent finalement la durée de vie ou le bail, pour être plus précis, de Sébastien Lecornu à Matignon. Oui, merci beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est que Sébastien Lecornu a répété à plusieurs reprises qu'il voulait maintenir cette question de trajectoire de réduction du déficit budgétaire. Et par ailleurs, c'est vrai que la suspension de la réforme des retraites entraîne un certain nombre de coûts, 800 millions, 1,5 milliard, etc. Donc on est dans une situation où, moi je dis toujours la phrase favorite de Sébastien Lecornu avant le budget, c'était de dire certains impôts augmenteront, d'autres baisseront. Donc on est dans cette situation où on est en permanence dans un espèce de jeu d'équilibre où il est difficile de s'y retrouver quand on n'est pas un spécialiste budgétaire, d'autant plus que la France est un grand pays spécialiste des impôts. Donc la question qui me semble intéressante là, c'est ce qui est fait sur les retraités. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'était un sujet qui empoisonnait en fait le débat public depuis maintenant. François Bayrou l'avait soulevé notamment. Les retraités étaient comme une espèce de vache sacrée sur le plan électoral. Et là, ils n'hésitent pas à y aller. Moi, je trouve que c'est très bien. Et je pense que, j'espère que là-dessus, on aura du consensus. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que là,
le choix qui est fait est un choix assez courageux, sur lequel, en tout cas, c'est une manière de dire, au fond, il y a aussi de la jeunesse, il y a quelque chose sur le fait de ne pas toujours exonérer les retraités. Ça va être intéressant de voir si les parlementaires ont le courage de taxer un peu plus les retraités qui sont ceux qui votent le plus. Voilà, donc on verra ça, et ça, je trouve que c'est une question intéressante. Sur la question des niches fiscales, vous l'avez dit, c'est du toilettage, et les principales niches fiscales demeurent, donc ça, c'est un sujet sur lequel... En prononçant cette phrase, je me suis dit, mais ça fait combien de fois, depuis que je suis journaliste, que je prononce la phrase d'un gouvernement qui toilette ou supprime des niches fiscales. Je pense qu'on réussit à en créer autant qu'on en supprime. Mais bon, quand on est écologiste, par exemple, on regarde de très près cette question des niches fiscales brunes, comme on dit, et qui en fait résistent budget après budget parce qu'il y a des intérêts... Il y a des intérêts, notamment de certains secteurs qui peuvent être en difficulté, comme certains agriculteurs. Mais en tout cas, on ne touche jamais réellement aux niches fiscales. Ça, c'est une deuxième chose sur laquelle je voulais insister. Après, il y a un enjeu qui a été noté dans le débat tout à l'heure des socialistes, qui refusaient, au fond, l'année blanche, qui refusaient le gel du barème, et donc ils ne souhaitaient pas, au fond, que l'impôt sur le revenu augmente. Ça, c'est un point important, parce que le Haut Conseil aux finances publiques, dirigé par Pierre Moscovici, a dit de manière très claire qu'aujourd'hui, la trajectoire prévue par Sébastien Lecornu était extrêmement fragile, et que s'il veut maintenir cette trajectoire, ça suppose qu'il y a un accord du côté des socialistes sur ce gel du barème de l'impôt sur le revenu, et pour l'instant, que je sache, il y a un désaccord là-dessus. Donc ça, c'est un sujet essentiel, et on va voir, au fond, si les partis qui sont prêts à ne pas censurer estiment aussi qu'ils ont une responsabilité dans la réduction de la trajectoire du déficit budgétaire, ce qui ne semble pas être totalement le cas aujourd'hui. Jonathan, vous disiez tout à l'heure, il est temps de faire des concessions à la gauche, que Emmanuel Macron marche sur sa jambe gauche. En tout cas, on se dit que c'est parmi les différentes options qui ont été tentées, que ce soit, même quand il avait la majorité absolue, on a quand même vu une dérive de sa politique par rapport aux conditions de son élection en 2017, clairement vers la droite, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est une option politique, mais c'était quand même patent, et que les premières tentatives, à travers Michel Barnier ou François Bayrou, c'était quand même plutôt l'idée de rallier LR. Donc il y a eu un revirement, une forme de nouvelle tentative, de nouveau pari. Je pense qu'il faut être un petit peu cohérent et aller au bout de ça. Donc ça veut pas dire... Moi j'aime pas trop le mot surenchère, en fait, quand les gens affirment leurs convictions. C'est-à-dire que si tout le monde a vocation à être dans la politique Canada Dry, parce qu'il faudrait de façon un peu magique que tout le monde dise la même chose pour être d'accord. Oui, mais si on prend la taxe Zuckman, c'est évident que ça va provoquer une levée de bouclier chez les LR, chez Horizon, et donc, si on sort les calculettes, faire tomber le gouvernement. Je citais un chiffre à Mathilde avant qu'on arrive, et je l'ai vérifié justement parce que j'avais peur de dire n'importe quoi. La taxe Zuckman, 92% des sympathisants Renaissance, après que la taxe Zuckman a été mise dans le débat public, s'y déclaraient favorables. 89% des sympathisants LR. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu pour les représentants de ces partis-là d'être, non pas dans des postures un tout petit peu pavloviennes, mais d'être aussi en phase avec un mouvement qui dépasse largement les attaches partisanes sur cette question de la justice fiscale. Après, voilà, et juste pour dire, s'il y a bien un élément qui pose aussi sujet pour la gauche dans le budget tel qu'il est présenté par Sébastien Lecornu, c'est que justement sur cette contribution des plus hauts patrimoines qui représente 1800 personnes, on est en dessous de ce que François Bayrou avait mis sur la table. Alors, puisqu'on parle de fiscalité, je vous donne la parole tout de suite, Mathilde. Écoutons le Premier ministre qui ne veut pas augmenter la masse globale des prélèvements obligatoires. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le gouvernement considère qu'il ne faut pas augmenter la masse globale des prélèvements obligatoires. Par principe, je considère que cet effort fiscal doit être le plus limité possible. Pour poursuivre l'effort de redressement de nos comptes publics, l'effort sera contenu et moins important que l'année dernière. Pour nous situer, cela porte la pression fiscale à près de 36 milliards d'euros de moins qu'en 2017. Mesdames et messieurs les sénateurs, je sais que cette question fera ici débat. Et ce débat devra avoir lieu en ne perdant jamais de vue la croissance, l'emploi, l'attractivité économique. Et je suis ouvert également aux discussions sur la répartition de ces impôts. Le budget 2025 ne prévoyait aucune diminution. Ce projet de budget prévoit une baisse de la CVAE au profit des petites et moyennes entreprises. Là encore, c'est une proposition. Vous trancherez.
Alors, sur cette question, tiens, pas mal de réactions, notamment celle d'Hugo de Bretagne, de Plavennec. Si le barème n'est pas revalorisé avec l'inflation, ça veut dire qu'on va finir par payer plus d'impôts, même si on ne gagne pas plus? Non, point d'interrogation. Est-ce que ça ne va pas surtout pénaliser les classes moyennes et les petits salariés? On voit qu'on est au cœur des interrogations des Français, de nos téléspectatrices, de nos téléspectateurs. Merci de participer, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Je n'ai pas donné beaucoup de questions, je vais être transparent parce que ça ne marchait pas. Là, ça marche et donc je vais pouvoir vous donner des questions. Mathilde Sirot, si on reprend cet objectif là, donné par le Premier ministre de ne pas augmenter la masse globale des prélèvements obligatoires, alors il y aura un jeu de vases communicants et là encore, sous pression de ceux qui aujourd'hui lui permettent de rester à Matignon, donc du camp socialiste. Oui, équation c'est surtout compliquée, pour ne pas dire impossible. En fait, Jonathan disait on peut arrêter avec le terme surenchère, etc. Mais quand on voit que Olivier Faure, sa première réaction quasiment ce matin est de dire on a obtenu ça, ça et ça, et maintenant on va aller plus loin. Oui. C'est que voilà, ce sera jamais assez. On ne parle plus de l'ISF, ça va certainement revenir dans le débat pour essayer de le remettre en place. Et c'est surtout que l'objectif initial, et ce qu'avait essayé d'encoder quelque part François Bayrou, c'était cette écrasante dette et la nécessité surtout de diminuer les dépenses. On n'en parle plus, on parle sans cesse d'augmenter les recettes fiscales et donc d'en passer par toujours plus d'impôts. Ça fait 8 ans que les recettes fiscales baissent. Dans les 1000 milliards de dettes, il y a 500 milliards qui sont dus à la baisse des dépenses fiscales. Donc, évidemment, il faut quand même regarder les sujets tels qu'ils sont. Mais peut-être qu'il y a une politique fiscale qui a pu aussi apporter le ruissellement a été un succès absolument mesuré, plus que par le CAE. Et des créations d'emplois. Non, mais ça, c'est un débat qui est pour le coup tranché. C'est-à-dire, ça, c'est je ne dis pas que c'est ce que vous défendez, mais ce son de cloche, c'est le macronisme, fondamentalement. Oui, mais on reste tout de même dans un pays qui a le record de la pression fiscale. Il faut tout de même réfléchir, on peut dire, donc c'est assez légitime, à mon avis, et normal que cette pression fiscale ait baissé. Il ne vous reste plus qu'à convaincre les Français. Et c'est mis à l'acquis du président de la République sortant. Alors, je vais vous donner la parole sur le Parti socialiste, parce qu'on est en train, effectivement, de poser, qu'on a commencé à poser pas mal de jalons sur la stratégie du Parti socialiste. Je vous propose d'écouter, justement, pour commencer, Olivier Faure, qui était au 20h de TF1 hier soir, sur sa capacité, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pascal Perrineau, à faire voter les députés comme un seul homme. Dans un parti comme le nôtre, il y a des décisions qui sont prises collectivement. Cette décision-là, elle a été collectivement, et donc j'entends effectivement que tout le monde la respecte, parce que quand il y a un vote et qu'il est quasi unanime, il doit être respecté. Donc vous menacez tout de même ce soir vos députés? Mais je ne menace personne, je ne suis pas là. Je suis simplement en train de vous dire que, justement, dans un parti démocratique, quand une décision est prise, eh bien, elle doit être respectée. Et nous devons le faire parce qu'il y a maintenant des gens qui attendent de nous que nous rentrions dans un autre combat. Le combat ne fait que commencer. Alors justement, c'est le temps du Parlement. Alors, Jonathan, vous vouliez évidemment revenir en détail sur cette stratégie situation du Parti socialiste, peut-être pas si confortable. Oui, il y a des choses qu'on a déjà dites évidemment, mais je pense dire que le PS est sur une ligne de crête, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, il faut dire que de façon indéniable, avoir obtenu ce qu'ils ont obtenu de la part de Sébastien Lecornu comme acte fondateur, c'est une rupture pour le macronisme et c'est une victoire pour le PS et aussi pour la CFDT, qui a d'ailleurs assez chaudement salué ce bouger, comme on dit. Vous citiez des chiffres. Les socialistes, ils sont assez raccords avec leur électorat. On voit que 68% de leurs sympathisants ne souhaitaient pas, non pas un accord plein et entier à Sébastien Lecornu, mais ne souhaitaient pas une censure d'entrée. Et même d'une manière générale, à gauche, 52% des sympathisants ne la souhaitaient pas. C'est très clivé. Ça va très loin chez LFI sur cette volonté de faire tomber le gouvernement, d'obtenir la dissolution et in fine le départ d'Emmanuel Macron. Cette dynamique, on la connaît. Mais d'une certaine manière, oui, pour les socialistes, le plus dur commence parce que avant la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, je parlais avec certains socialistes, ils espéraient presque, en gros, que Sébastien Lecornu les prenne pas au mot, que la formulation soit un peu alambiquée, l'ambiguïté stratégique, ce qui leur permettrait d'une certaine manière de claquer la porte. Oui, parce qu'à part le Parti socialiste, à gauche, tout le monde va la voter, cette censure. Tout le monde va la voter. Alors, le LFI, je viens de dire dans quelle dynamique c'est. Les écologistes, c'est assez légitime aussi, c'est parce que la question écologiste est totalement un impensé dans le discours de Sébastien Lecornu, comme dans celui de François Bayrou. Peut-être un peu moins dans celui de Michel Barnier, mais on n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. Et effectivement, on retrouve une forme de dualité qu'on connaît, c'est-à-dire les insoumis qui traitent le PS de sociotraître, qui les accusent d'être affligeants, d'être des nigauds, d'être les idiots utiles d'un macronisme qui était déjà agonisant, qu'il suffirait de pousser pour qu'il s'achève, même si c'est plus compliqué. Et d'une certaine manière, ils les tiennent comptables de tout ce qui va se passer maintenant. Le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture, le maintien de Gérald Darmanin et toutes les horreurs, le musée des horreurs
aux yeux des insoumis et peut-être de certains socialistes et de certains écologistes qui risquent d'arriver dans ce budget. Donc en fait, les socialistes, ils répètent en boucle depuis hier, parce qu'ils sont lucides sur ce risque, mais il y avait un risque à prendre d'un côté ou de l'autre, c'est de prouver que la censure, c'est pas un chèque en blanc, et de prouver que c'est aussi l'occasion d'obtenir des victoires dans ce nouveau parlementarisme. Et alors, oui, pardon de vous interrompre. On l'a dit, cette discussion budgétaire là, qui va démarrer, qui a déjà commencé d'une certaine façon, c'est aussi pour le Parti socialiste un chemin semé d'embûches. Oui, parce que si on s'arrête à la formule plutôt bien trouvée de Sébastien Lecornu sur le gouvernement propose, nous discutons, vous votez, on a vraiment l'impression qu'on a basculé dans, en gros, que Macron et Lecornu vont être spectateurs simplement de ce qui va se passer à l'Assemblée et au Sénat. Donc voilà, cette ambition affichée de partager le pouvoir entre un exécutif très affaibli et un législatif très divisé, moi, je suis plutôt pour qu'on aille dans ce sens-là parce qu'on ne l'a pas vraiment tenté. Donc, il a confirmé le non-recours au 49.3. Symboliquement et même concrètement, c'est pas rien. Mais voilà, je pense que Pascal Perrineau pourrait nous l'expliquer à l'envi, mais les outils du parlementarisme rationalisé, pas complètement des naïfs, ça donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif pour contraindre. Avec le Sénat, on est au Sénat ici, qui va quand même être, même si l'accueil a été très froid pour Sébastien Lecornu, le meilleur allié pour que ça ne dérape pas trop. C'est pas garanti, l'accueil a vraiment été froid. Non, l'accueil a été froid, mais a été froid dans le sens, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce que nous vous devons, nous serons responsables pour deux s'il faut l'être pour deux. Donc d'une certaine manière, le PS en fait revendique une forme de sens des responsabilités. C'est un mot que chacun se renvoie, que chacun revendique. Ça parle à son électorat. Il fait le pari du parlementarisme et c'est au fond assez raccord avec son ADN. C'est un pari risqué, sa personne pourra dire le contraire. Mais en même temps, on peut aussi faire le pari que Lecornu n'est pas Bayrou, que le conclave sur les retraites à la sauce béarnaise, certes, il a laissé un goût amer à Olivier Faure et ses camarades, mais qu'on est peut-être capable collectivement d'écrire autre chose. Et c'est bien pour cela, quand même, pour se prémunir de tout procès en naïveté, que les socialistes rappellent à l'envi que s'ils ne censurent pas 7 fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas censurer dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Votre avis, Pascal Perrineau, sur la capacité du Parti socialiste de résister à cette pression dont parlait Jonathan à l'instant, des autres membres de l'ex-Nouveau Front populaire? Bon, il y a bien sûr, il y a eu une intime union dans le nouveau Front populaire, puisque même LFI a fait signer aux socialistes un texte, un programme qui était tout à fait impressionnant par son enthousiasme quasi de rupture avec les logiques de l'économie dominante. Bon, les socialistes, là, tout de même, j'allais dire, ont pris le large. Ils ont pris le large et on voit mal les socialistes rentrer à la maison. Et on voit ici et là, sur les terrains municipaux, puisque ce seront les prochaines élections, des conflits et des affrontements entre LFI et le PS se mettre en place, avec au fond des socialistes qui doivent retrouver confiance en eux-mêmes, confiance dans la culture de gouvernement. Certains disent social-démocrates, les socialistes n'ont jamais été sociodémocrates, en France c'est pas grave, mais leur culture de gouvernement. Et ils se disent, voilà, on peut affronter LFI, et d'après certains sondages que j'ai vus défiler, LFI sur le terrain local est plus marginalisé qu'on veut bien le dire, parce que c'est pas un parti local, vous voyez, c'est pas un parti qui est passionné par la gestion locale, LFI, comme le RN d'ailleurs n'est pas un parti qui est comme passionné. Les macronistes. Voilà, et comme les macronistes, ça en fait beaucoup d'ailleurs quand on se dit, voilà, alors les partis ont besoin de racines, et donc le PS retrouve un peu confiance en lui-même, et s'il retrouve confiance en lui-même, en effet, cette confiance qu'il peut retrouver sur le terrain local peut faire en sorte qu'il appartienne plus longtemps qu'il ne le croit à un attelage. En plus de ça, les socialistes n'ont pas encore de chef. Si vous voulez. Pour la présidentielle, tout le monde pense à la présidentielle, oui, mais certains ont des candidats. Les socialistes, ils n'ont personne. Ce qui est sûr, c'est que cette discussion budgétaire, elle va se faire vraiment sous le regard acéré des citoyens et citoyennes de France. Juliette de Rueil-Malmaison, qui réagit à ce que nous disait Quentin tout à l'heure sur la fin des crédits d'impôt sur les frais de scolarité. C'est 61 € au collège, 153 au lycée, 183 au lycée. Elle nous dit, j'ai 3 enfants au lycée à la fac, cette réduction d'impôt, elle me permettait de respirer un peu financièrement. La supprimer, ça va augmenter de beaucoup le budget familial. Enfin, c'est ce qui est passionnant dans un budget, c'est que tout le monde... il y a des arbitrages et qui ont des conséquences qui sont parfois radicales pour les Français. Et je reviens à cette tentation de finalement essayer de mettre tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quasiment impossible, Lucile Schmitt. Moi, j'ai le sentiment que
la campagne électorale de 2024 s'est faite à l'aveuglette sur la question économique et sur la question du déficit budgétaire. Et au fond, ça nous a sauté à la figure collectivement après la campagne électorale. Et donc, une des difficultés aujourd'hui pour les partis politiques, c'est qu'ils ne savent pas s'ils ont été élus, au fond, sur la question économique, sur la question de la bonne santé, en fait, du lien entre la bonne santé de la société et la bonne santé de notre économie. Et du coup, ça, c'était un des paris d'Emmanuel Macron, c'était de mettre l'économie et la société en relation, mais ça n'a jamais été traité électoralement. D'une certaine manière, on peut même penser qu'il y a eu une sorte de dissimulation, disons-le. Vous dire c'est un choix qu'on n'a pas vraiment fait. C'est un choix qu'on n'a pas assumé, qu'on n'a pas débattu électoralement, et on peut estimer qu'il y a eu une forme de dissimulation de la part du gouvernement, de ne pas parler de cette crise économique dans laquelle nous nous retrouvons une fois que nous avons voté et qui fait tomber les premiers ministres. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a voté il n'y a pas longtemps, mais on n'a pas voté en prenant en considération ce qui nous arrive. Moi, je pense que c'est un point important sur lequel donc on attend du côté des partis qui vont accompagner ce gouvernement d'une manière ou d'une autre, une attitude de responsabilité, mais qu'eux peuvent être anxieux vis-à-vis de leurs électeurs. Avec peut-être aussi, en tout cas c'est ce que nous disent les sondages, une envie des Français de justement pouvoir trancher une élection sur une vraie question sociétale, un vrai projet de société et un vrai projet économique. Quand on leur demande cette question, si le gouvernement Lecornu était finalement censuré, que préférez-vous pour sortir de la crise politique? Ils répondent quoi? 1, la démission du président de la République. 2, la dissolution de l'Assemblée nationale. Et seulement, mais loin derrière, en 3e position, nommer un nouveau Premier ministre. Voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Pascal Perrineau, le titre de votre livre, Le goût de la politique, c'est aux éditions Odile Jacob et Mathilde Sirot. Évidemment, on vous lit dans le magazine Le Point. À très bientôt sur ce plateau, à très bientôt dans ce Sens Public.